40, l'heure de recevoir notre invité politique du dimanche. Gallienne Heureux, bonsoir. Quelques points d'actualité avant de rentrer dans la politique pure. La violence dans la société calédonienne telle qu'on a pu la voir cette semaine, notamment aux abords des établissements scolaires. Qu'en pensez-vous en tant qu'élu calédonien? C'est bien sûr grave, mais je pense aussi à la jeunesse qui réussit dans ses études, dans le sport, dans des activités artistiques. Mais il y a effectivement des jeunes qui ont des comportements inacceptables. Chaque année en Nouvelle-Calédonie, il y a plus de 4000 jeunes qui atteignent l'âge de 18 ans. Donc c'est une responsabilité importante pour les responsables politiques. Et on voit bien que aussi notre société est une société plus violente peut-être que la moyenne. Les réseaux sociaux sont mis en accusation, notamment comme des déversoirs de haine où on s'insulte par Facebook ou par Twitter interposé. Comme dans toute nouveauté, les réseaux sociaux ont du bon et ont du mauvais également. Et je pense que ça fait partie du mauvais. Mais je dirais que pour ce problème de violence, alors il y a ceux qui sont plutôt des élus de gauche qui disent c'est à cause de la société. Et donc l'individu n'est pas responsable. Et ceux dont je fais partie qui sont de droite et qui disent que ce sont les individus qui sont responsables. Et donc je pense que dans notre société, il y a véritablement un sursaut à avoir puisqu'il y a dans les familles, toutes ethnies confondues, tous milieux sociaux confondus, un effondrement de l'autorité et également une permissivité trop grande à l'écart de l'alcool et du cannabis. Et le manque d'exemplarité de la classe politique, est-ce qu'elle ne crée pas des effets collatéraux par son manque d'exemplarité notamment? Pourquoi dites-vous manque d'exemplarité? Enfin, j'ai pas vu d'élus se battre. Non, pas se battre, ne caricaturez pas. Mais dans la recherche, par exemple, du consensus, de l'union, où on se donne des mots aussi. Donc, est-ce que ça n'a pas des effets collatéraux aussi dans la société, tout simplement? Écoutez, sincèrement, je pense que la classe politique calédonienne a probablement des défauts, mais en tout cas, elle ne montre pas l'exemple de la violence, en tout cas de la violence physique qu'il peut y avoir de temps en temps. Elle montre l'exemple de la discorde. Oui, mais ça, on peut y revenir. On ira revenir peut-être tout à l'heure. Moi, je vous donnerai mon point de vue là-dessus. Mais ça ne justifie pas, on ne peut pas dire que notre comportement des élus politiques incite à des bagarres comme celles que nous voyons sur le net. Ça ne serait pas vrai. Alors, autre sujet d'actualité sociétale, la crise concernant le symbole du peuple kanak, je parle du mausolée d'Ataï. Vous avez eu des mots là-dessus et ces mots n'ont pas été appréciés. Alors d'abord, il faudrait voir quels mots j'ai eus, mais resituons le contexte. Depuis mon élection en mai 2014, j'ai souhaité que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie aille saluer le Sénat coutumier. Et ça n'avait pas été fait depuis sa création il y a 17 ans. Donc c'est la première fois que c'était fait. Et j'ai souhaité également, avec mes autres collègues, qui sont bien évidemment tout à fait favorables à cette démarche, que nous allions au-devant des 8 aires coutumières. Et c'est ce que nous faisons mercredi. Je serai avec mes collègues élus à Ouvéa pour aller rencontrer les autorités coutumières de Ihaï. Et à ce moment-là, nous irons d'ailleurs nous recueillir et déposer une gerbe sur la stèle des gendarmes et des soldats morts pendant les événements de 88 et également sur les tombes des 19 personnes qui ont trouvé la mort également sur la grotte de Gossana. Ça, ce sont des gestes qui sont des gestes pour le destin commun, pour l'avenir partagé. Pas à taille. Attendez, moi à taille, ce que j'ai dit, et j'ai essayé d'être nuancé, après peut-être que ça a été diversement interprété, j'ai dit simplement que je saluais le travail de réconciliation engagé par les clans. Et je comprenais que la famille et les coutumiers souhaitent offrir au grand chef Ataï une sépulture digne de ce nom. Après, j'ai mis en garde, c'est vrai, par rapport à des dérives auxquelles j'assiste et que je vois sur un projet avec un mausolée d'Ataï, avec un musée de la colonisation, où on me parle de héros national pour le peuple kanak, où on me dit qu'il faudra mettre toutes les victimes de la colonisation. Le peuple a besoin de héros. Vous êtes d'accord? Eh bien écoutez, moi sincèrement, s'il faut trouver un héros pour le peuple calédonien, je dis qu'on devrait plutôt travailler sur une statue ou un monument qui symbolise 2 hommes qui se sont serrés la main, qui ont été des hommes de résistance, de conviction, de combat, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, et qui ont été également de leur vivant des hommes de paix. Et donc s'il y a des premiers hommes à célébrer pour en faire, si on veut, des héros, en tout cas des références, eh bien commençons par cela, avant d'aller vers d'autres. Mais s'il vous plaît, excusez-moi, juste pour compléter, moi je ne suis pas opposé à ce qu'on célèbre le grand chef Ataï, mais sur un plan local et dans des dimensions qui sont des dimensions raisonnables. Si on doit parler de tous les moments douloureux,
Parlons également de Ludovic Papin, qui a été un colon qui a été tué pendant la révolte de 1917, ou parlons également de moments douloureux où il y a eu des Mélanésiens qui ont été chassés de leurs terres coutumières par d'autres Mélanésiens. En novembre 84, notamment sur l'île de Lifou. Allez-vous, Galliano, organiser un débat au Congrès, comme vous le demande le président du Sénat coutumier, Jean Caïs? J'ai aucun souci pour organiser bien évidemment un débat. Demain, il y a une réunion du comité mémoriel, j'y serai. Et je pourrai débattre également avec eux. Bien évidemment que le Congrès est le lieu où nous devons débattre. Mais nous devons faire attention dans les symboles, faire véritablement des symboles qui puissent nous unir et non pas nous diviser. Rapidement sur l'affaire de la polyclinique de Nouville. Vous êtes conseiller municipal. Est-ce que vous avez pesé sur ce dossier pour cette résolution de conflit ou pas? C'est un sujet qui est important. Le Congrès n'était pas directement en première ligne, donc je n'ai pas eu à intervenir. Mais c'est un sujet qui est essentiel puisqu'il vise à créer un établissement hospitalier dans Nouméa moderne. Et c'est indispensable suite au déplacement du CHT Gaston Bourré au Medipol. Ah, peser en tant qu'intervenant? Oui. Non. Pas du tout. Non, parce que je n'ai pas été sollicité. C'est une affaire qui a concerné essentiellement le gouvernement, avec le membre du gouvernement. Vous n'avez pas cherché à jouer de votre réseau, de votre influence, pour arriver à démêler ce sujet? Vous savez, dans l'organisation des institutions, il y a des répartitions de compétences. Et donc là, le gouvernement était directement impliqué et a mené une action avec l'État pour maintenir l'ordre. Et bien évidemment, la mairie de Nouméa, et comme vous le savez, je n'ai plus de responsabilité exécutive à la mairie de Nouméa. Venons-en au gouvernement, puisque vous en parlez, on n'a pas encore d'union sacrée telle qu'on la souhaiterait. Selon vous, c'est inextricable, on n'en sortira jamais. Comment voyez-vous cela? J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de m'exprimer sur cette situation. Ça fait maintenant plus de 100 jours. Je dis que les Calédoniens, je le vois bien, manifestent un ras-le-bol et ils ont raison et je participe à ce ras-le-bol. C'est impossible de pouvoir continuer ainsi, même si je fais tout, et c'est le cas d'ailleurs, que le Congrès fonctionne normalement. Mais il est vrai que normalement, pas tout à fait. Le Congrès fonctionne normalement. Mais il n'est pas en plein exercice, le Congrès. Oui. Je vous dis que le Congrès fonctionne tout à fait normalement. Dans 2-3 mois, ça sera plus compliqué, mais aujourd'hui, le Congrès fonctionne totalement normalement et continue à travailler sur les projets de texte qui avaient été déposés par l'ancien gouvernement. On en a suffisamment pour pouvoir travailler de façon importante. Maintenant, je crois qu'on ne peut pas continuer comme cela. Ce qui est clair, c'est que l'UCF ne participera pas à une majorité avec des indépendantistes et qu'il faut impérativement que les 3 partis loyalistes qui siègent au gouvernement trouvent le chemin de l'entente et qu'on fasse un CGS à minima. Et donc, ça paraît difficile. Eh bien, je propose même qu'on s'enferme, Pierre Frogier, Philippe Gomez et moi-même, et que l'on ne sorte qu'une fois que nous aurons trouvé un accord. La fumée blanche. Peut-être la fumée blanche, mais la seule difficulté, c'est que j'ai l'impression en tout cas que les 2 autres ne veulent pas se parler. Mais ça devient compliqué. Mais j'ai l'impression que le signal est rompu entre vous et Philippe Gomez quand même. Le signal n'est pas rompu. Moi, je garde les contacts. Mais effectivement, la volonté de Philippe Gomez de créer une majorité avec des indépendantistes fait que je ne peux pas accepter cette orientation nouvelle qui était totalement contraire à celle que nous avions définie au lendemain des élections provinciales en créant un contrat de gouvernance solidaire. Donc c'est tout sauf les indépendantistes avec vous? C'est pas, attendez, je dis pas tout, je dis simplement que pour former la majorité, les indépendantistes, bien évidemment, c'est des partenaires de l'accord de Nouméa, nous devons discuter avec eux sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, donc c'est indispensable d'avoir ces relations-là. Mais pour former une majorité cohérente au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, elle ne peut être formée qu'avec les 3 partis loyalistes. Mais vous n'arrivez pas à trouver l'union? Ben, attendez, l'UCF, vous pouvez quand même remarquer qu'on est un peu dans un rôle particulier, que c'est quand même une guerre que se livrent le Rassemblement et Calédonie ensemble, même s'ils détestent que je dise ça. Mais quand même, la réalité, c'est bien cela. Mais le Rassemblement... Et que nous ne sommes pas acteurs, nous n'avons pas provoqué cette chute du gouvernement et nous n'avons pas provoqué cette crise. Nous essayons d'y trouver un remède. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas le trouver sans Calédonie ensemble et sans le Rassemblement. Mais le Rassemblement ne serait pas dans l'état où il est si vous, Galliano, n'aviez pas provoqué la scission de 2013 avec le Rassemblement et n'étiez pas allé vous-même porter et ouvrir un autre parti. Bien évidemment, mais vous savez, ce qui nous a motivés essentiellement en 2013, c'est parce qu'à l'époque, le Rassemblement préférait travailler avec les indépendantistes, et notamment l'Union calédonienne et le Parti travailliste, plutôt qu'avec Calédonie ensemble. Donc vous n'avez pas l'impression d'avoir cassé votre camp? Non, moi ce que je vous dis simplement, c'est que de toute façon, il était déjà cassé.
Donc ce que nous avons fait simplement, nous avons tiré les conclusions du fait que nous ne pouvions pas être étendus. Si vous voulez qu'on revienne à 2013, on peut le faire sans aucun problème. C'est un point d'histoire. Mais à l'époque, il n'y avait pas de moyen de s'exprimer, puisqu'il nous était interdit d'exprimer notre opinion. Et donc nous voulions absolument déjà qu'il y ait une alliance avec Calédonie Ensemble pour éviter que nous ayons à subir cette alliance avec les indépendantistes. Mais le résultat, c'est la fragmentation de votre propre camp. Donc vous parlez d'union, souvent, on vous entend souvent parler d'union, mais il y a eu une scission. Je dis que la famille loyaliste, elle doit être diverse. Elle doit s'exprimer sur différents sujets de façon différente, mais sur les sujets essentiels, qui sont notamment les articles 27. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, la loi organique, on y vient. La constitution du gouvernement, les négociations avec les indépendantistes, sur ces questions-là, je l'ai toujours dit, nous devons être regroupés et unis. Mais ça n'empêche pas aussi de s'exprimer sur d'autres sujets avec des points de vue différents. La loi organique, justement, on y vient. Là, c'est plutôt l'union sacrée. C'était la bonne surprise de jeudi dernier. Vous êtes tous tombés d'accord pour voter contre et donner un avis défavorable à cet avant-projet de loi. Exact. Je crois que, si vous m'autorisez, il y a 4 enseignements que l'on peut retirer de la loi organique. Le premier, c'est que les élus du Congrès, toutes tendances confondues, ont beaucoup travaillé. 16h30 de travail en commission, 12h30 en séance publique. Il y a eu de la confrontation de convictions opposées, mais toujours avec dignité et respect. Et je dois saluer les membres du Congrès pour ce travail. Le deuxième enseignement, c'est que nous avons réussi à trouver, sur cette question en tout cas, le chemin effectivement de l'union pour ce qui concerne les loyalistes. Et c'est bien d'une seule voix que les 29 élus loyalistes ont parlé. Le troisième enseignement, tout de même, c'est également que les indépendantistes ont été d'une dureté totale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas bougé, notamment sur les natifs, dont nous demandions l'inscription automatique. Et là, je regrette vraiment que les indépendantistes n'aient pas fait quelques gestes par rapport à la main tendue que nous leur avons adressée. Et le quatrième point, pour conclure là-dessus, c'est que là, l'État et le gouvernement socialiste ont démontré qu'ils étaient partisans et qu'ils prenaient fait et cause dans les propositions qu'ils nous faisaient dans ce projet de loi en faveur des indépendantistes. Alors justement, le comportement de l'État, cette union, on peut l'interpréter comme un signal fort pour lui dire ne soyez pas sourds, écoutez-nous, entendez-nous. Eh bien, je l'espère. En tout cas, vous savez que, mais comme d'autres, moi j'ai contribué à cette union et je salue également l'esprit de responsabilité de mes collègues de Calédonie Ensemble et du Rassemblement sur ce dossier. Et je crois que c'est une très bonne chose pour la Calédonie que nous ayons pu voter en bloc un avis défavorable pour lancer un message fort au gouvernement en leur disant vous vous trompez et refaites votre copie. Ça veut dire que vous leur dites en fait vous n'êtes plus équidistant mais vous êtes partisans. Je dis simplement que le gouvernement socialiste effectivement a donné des signes de parti pris en faveur des indépendantistes dans les arbitrages qui ont été faits dans ce projet de loi organique. C'est-à-dire qu'il cherche à mettre de la division, de la discrimination, de la vexation entre les Calédoniens, que l'on soit kanak ou non kanak? Non, honnêtement, je ne pense pas que ce soit dans cette optique-là. Je pense que c'est dans une volonté politique. Alors, moi j'attends, et je l'ai dit, ce qui va se passer au Conseil des ministres, c'est un projet sur lequel nous avons donné un avis. Il peut donc encore être modifié d'ici son passage en Conseil des ministres, normalement début avril, le 8 avril. Et j'attends également de voir comment les parlementaires socialistes vont se comporter quand ils sont minoritaires au Sénat ou majoritaires à l'Assemblée nationale. Et en fonction de ça, eh bien, nous pourrons tirer des conclusions véritablement sur le positionnement des socialistes sur le dossier calédonien. On a vu aussi la doctrine de l'État socialiste changer sur les compétences régaliennes, puisqu'on a vu la mission de Jean-François Merle venir nous parler d'éventuellement de la justice, qui est une compétence régalienne non transférable. Qu'en pensez-vous? Eh bien, écoutez, au vu de ce positionnement que je viens de décrire du gouvernement socialiste, nous sommes passés, l'UCF, d'un positionnement qui était un positionnement constructif, mais avec vigilance, d'un positionnement de défiance et de résistance. C'est la raison pour laquelle nous avons quitté la salle du Haut-Commissariat pour examiner ce point sur la justice, et il est clair que nous n'accepterons pas d'aller là où nous ne voulons pas aller. Et si l'État veut nous amener vers une indépendance douce ou autre, eh bien l'UCF, en tout cas, n'ira pas, et j'imagine que nous ne serons pas les seuls. Il est clair, Gaël Liano, qu'aujourd'hui on a le sentiment qu'on va vers la sortie de l'accord de Nouméa avec moins de sérénité qu'on l'aurait espéré. Oui, bien sûr. À partir du moment où on approche... Est-ce qu'on a assez planifié? Je pense que... Des voix se sont élevées en 2010 pour dire dans les comités de signataires il faut anticiper. Mais enfin,
vous savez, moi j'ai demandé, et nous avons demandé au niveau de... on va finir bientôt, on était rapidement. nous étions plusieurs à le demander, que des négociations puissent commencer à être abordées en 2015, qu'elle soit une année utile. Ça n'a pas été le cas. Mais je suis convaincu que plus nous serons regroupés, les loyalistes, et mieux ça se passera dans les discussions avec les indépendantistes. Gaël Yano, merci pour avoir accepté notre invitation.